Bienvenue dans le podcast Pourquoi? Parce que porte-voix féminin. J'ai beaucoup de plaisir à interroger ces femmes inspirantes. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre ou on a des retours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. On a vraiment besoin de vous sentir aussi à nos côtés pour porter la voix de ces femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir, Laetitia, à te recevoir. Pourquoi j'ai souhaité échanger avec toi? Parce que tu as un parcours, tu vas nous raconter, mais un parcours de vie de femme au niveau personnel et professionnel avec, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies. Et je trouve ça très inspirant que tu puisses aussi parler de ton parcours, des choix que tu as faits. Parce que, encore une fois, l'intention de notre podcast, c'est de pouvoir transmettre, de pourquoi pas changer des trajectoires de femmes qui vont être inspirées, qui vont être aidées. On a vraiment à cœur d'accompagner ces femmes qui vont être à l'écoute. Donc merci pour ça. Et la première question, c'est pourquoi as-tu accepté? Parce que je sais que c'est une première pour toi, je crois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce temps dans un agenda très chargé et de déposer ton cœur, peut-être? Sans doute. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie et je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui. C'est vrai que la visibilité, c'est pas quelque chose qui me vient, qui me touche. Je suis plutôt quelqu'un de l'ombre et je travaille toujours beaucoup pour mettre en lumière des talents, parce que c'est mon métier, mais aussi des femmes qui sont dans mon entourage. Et pourquoi j'ai répondu positivement? Parce que lorsqu'on s'est rencontrés, le nom déjà de cette société que tu portes avec ton mari, le pourquoi? Parce que déjà, c'était une interrogation très, très, ça m'a beaucoup interpellée. Et du coup, quand j'ai découvert vraiment les messages que vous vouliez véhiculer et mettre en lumière cette idée de transmission de femmes, de messages de femmes, je me suis dit, ça rentre complètement dans la cible de ce que je porte dans ma vie chaque jour. Oui, parce que tu l'as bien perçu. Nous, l'intention de pourquoi? Parce que, en effet, un pourquoi interroge et un parce que vient mettre en lumière un chemin, une vocation, une envie de partage. Et on est vraiment une marque où on a à cœur de mettre l'homme et la femme, voilà, sa juste place dans la société. Ça, c'est important de le souligner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, te découvrir. Tu m'as dit en arrivant que tu étais dans une année importante puisque tu vas fêter tes 60 ans à la fin de l'année. Comment tu vis ça aujourd'hui, Laetitia? Parce que l'âge pour la femme, c'est quand même une notion... Oui, bien sûr. Alors du coup, là, beaucoup de personnes vont connaître mon âge maintenant, futur sexagénaire. Comment je le vis? Je le vis plutôt bien parce que je trouve qu'aujourd'hui, ma vie, enfin, ce sera dans quelques mois, je trouve que de plus en plus, j'avance vers mes 60 ans et de plus en plus, je me trouve alignée avec des valeurs que j'ai portées pendant longtemps, mais que je ne soupçonnais pas en fait en moi, ou que je mettais de côté. Donc aujourd'hui, libre et épanouie? Exactement. Et comment tu expliques en fait que tu dis ça s'est construit et aujourd'hui c'est comme si avec la maturité de l'âge tu te laissais la place pour les ressentir Oui, exactement. Ces valeurs? Mais non seulement je laisse la place, en fait je crois que je m'écoute. Ah, ouais. Et en fait tout part de là. Alors justement, c'est souvent, il y a beaucoup de mouvements à partir de 50 ans, on voit sur les réseaux des émissions, comme si en fait la vraie vie démarrait à partir de 50 ans ou à partir de 60, comme si avant on s'était mis au service d'eux et qu'on ne s'était pas écouté. Toi, dans ton parcours de vie personnelle, tu as vécu 2 grandes séparations? Oui, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi de ce parcours, en fait, de maman sous l'eau, tu veux dire? Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qui vient toujours en premier, c'est ça, c'est la place de l'enfant, des enfants quand il y a une séparation des parents, du couple parental qui vole en éclats. J'ai appris beaucoup de choses, je continue à apprendre beaucoup de choses parce que il y a toujours des turbulences quand on vit une séparation. La mienne, la deuxième, elle dure depuis 6 ans. C'est un long combat aussi que je mène. Et j'apprends et je pense que je vais apprendre encore. Et alors pour les femmes qui écoutent et qui sont en train de vivre peut-être une séparation,
Qu'est-ce que tu pourrais... alors, évidemment, il n'y a pas de conseil parce que chaque parcours est Ouais. très personnel. Mm. Mais qu'est-ce qui t'aurait servi à l'époque avec le recul? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou quelles ressources tu aurais aimé trouver peut-être pour apaiser Je pense qu'il ne faut pas avoir de culpabilité et surtout ne pas écouter les gens qui nous culpabilisent quand on est une femme et qu'on vit une situation maritale compliquée, justement enfin, je veux dire, la place de la femme, notre place est beaucoup plus importante, notre ressenti, la façon dont on vit, la façon dont on est heureuse ou malheureuse est beaucoup plus importante que ce que tout l'entourage va nous décrire ou nous dire de nous. Je pense qu'on est la mieux placée pour savoir et il faut tout le temps, justement, ça revient encore à ce que je disais avant, c'est s'écouter. oui, pour être d'autant plus disponible aux autres en fait. Oui, Ouais. c'est ça. Et surtout, prendre sa vie en main. Dans une situation maritale compliquée, on n'a pas l'impression d'avoir une place, c'est retrouver sa place. Et puis à ce moment-là, on peut trouver de l'aide. Ça, je dis toujours à toutes les personnes qui m'entourent, qui sont dans ces difficultés-là. On a aujourd'hui en France des moyens d'accompagnement qui sont assez importants et à proximité de nous. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Oui, parce qu'il y a souvent aussi, hélas, au-delà du regard de l'entourage, du regard de tu es maman, donc oublie un peu ce que tu ressens, mais reste là au profit d'un équilibre familial. Mais aussi, il y a parfois la dépendance financière, matérielle, qui fait que certaines femmes, en fait, n'ont pas d'autre choix alors qu'il y a quand même des structures aujourd'hui pour accompagner ces femmes-là qui... Alors l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. C'est ça qui est compliqué quand on se sépare et souvent on dégringole. Ça m'est arrivé de plusieurs... on dégringole d'un statut social ou de 2 ou de 3. Mais c'est vrai qu'on reste en France quand même avec des aides qui sont pas super conséquentes, mais au moins qui ont le mérite d'exister. Voilà, c'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir se réinventer quand on n'a pas travaillé pendant longtemps. Il faut aussi pouvoir être accompagné professionnellement. Il faut être accompagné psychologiquement. Il y a aussi de formidables associations qui existent aussi. Je pense à Solidarité Femmes 13 aussi, pour celles qui vivent la violence conjugale. Moi, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont portée dans une étape de ma vie qui était difficile. Parce que forcément, dans la séparation, il faut s'emparer de tous les sujets, qu'ils soient économiques, psychologiques, ce que je disais, les enfants et soi. Et en effet, seul, on ne peut pas avancer, en fait. Hein. Quelle que soit d'ailleurs la situation, vie perso, moi, de mon côté aussi, j'accompagne des dirigeants et je leur dis, en fait, c'est le collectif. Tu parlais en amont, avant le démarrage, de l'intelligence collective. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi la richesse. Hommes et femmes, d'ailleurs, on s'apporte énormément. Et donc, on reste un peu dans ce parcours donc, de femmes qui a eu le courage donc, d'assumer des séparations et d'avancer. Et j'aimerais aussi aborder un sujet, parce que pareil, je pense que ça va faire écho dans beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ta deuxième vie sentimentale, il y a eu l'envie d'avoir un enfant. Et là, tu as vécu 6 années, je crois, de parcours de l'extérieur que moi j'appelle un parcours de guerrière et de combattante, alors souvent qui se fait à 2 avec évidemment le compagnon, mais tu as eu un parcours de PMA. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, alors c'était il y a 15 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu l'as vécu? Pareil, comment peut-être une jeune femme aujourd'hui qui rencontre ces difficultés, elle va t'écouter? Est-ce que tu as, encore une fois, dans cette envie de faire gagner du temps ou d'aider, qu'est-ce que tu en as retenu? Waouh, ce que j'en ai retenu, c'est que quand le corps veut pas, il faut aller contre son corps, se battre contre lui. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de persévérance. Il faut y croire. Et même dans la dernière ligne droite ou dans la dernière chance, c'est ce qui m'est arrivé, ces 6 années de traitement et d'intervention et de tentatives. Mais à la 6e, la dernière, lorsqu'elle m'a été proposée, j'étais en dernière limite, j'avais 43 ans. Et c'était vraiment la dernière limite et c'est celle-là qui a marché.
Alors ça a été aussi très très compliqué quand ça a marché, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut s'accrocher, il faut identifier son rêve. Je l'ai fait aussi par amour, hein, je ne lui cache pas. J'avais un mari que j'ai rencontré tardivement et qui n'avait pas encore fondé de famille. Moi, j'avais déjà un enfant qui avait, quand mon deuxième est né, mon premier avait 18 ans, donc ça fait beaucoup d'écart. Mais mon investissement familial est passé par-dessus tout le reste et je remercie aujourd'hui déjà la science parce que j'étais extrêmement bien entourée aussi. Je remercie les médecins qui m'ont suivie. J'ai beaucoup de gens à remercier. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il faut une équipe autour de soi et ça c'est important. Qui croit autant que toi en fait et qui soit à tes côtés. Oui, et puis il ne faut pas hésiter à changer d'équipe quand on n'y croit pas Mm. ou quand ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment rencontrer de l'humain pour créer de l'humain. Tu as été accompagnée sur Marseille, toi, de ton côté? Au début sur Ouais. Marseille, et puis oui. Et puis, enfin, au début sur Aix, puis sur Marseille. Et puis, je suis retournée à Aix parce que mon médecin était à Aix et que c'est lui, en fait, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pas pu, dans des circonstances un peu pas appropriées, mais c'est vrai qu'il me tarde de le revoir pour lui dire, écoutez, grâce à vous, voilà, mon deuxième enfant est né, il est là, et c'est un des plus beaux cadeaux de la vie. Je crois que c'est le plus beau, en fait. Donc, tu es une jeune maman parce que ton fils a 15 ans. Oui. Donc, tu es dans les affres de l'adolescence. Exactement. Et alors, comment on est... parce que ton aîné, donc, il y a 33 ans. 33 ans. J'imagine que la maman du premier et la maman d'aujourd'hui, elle est complètement différente. Moi, pour ma part, j'ai 3 enfants et on s'aperçoit qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. Et du coup, les enfants sont aussi notre buvard. Comment tu t'observes de l'extérieur avec la maman d'avant et la maman d'aujourd'hui? Ça me fait beaucoup sourire et en même temps, je trouve que c'est un parcours formidable qui est tellement enrichissant. C'est vrai. D'avoir eu un enfant au XXe siècle, c'était une chose. D'en avoir un au XXIe siècle, c'est énorme. Et je me rends compte que 44 ans d'écart avec le deuxième, finalement, c'est une course d'adaptation. C'est une adaptation sans fin avec toutes les technologies d'aujourd'hui, ces enfants qui réfléchissent très très vite, qui sont dans l'immédiateté. Et puis mon premier qui, lui, était dans une un peu plus... adolescence un peu plus normée, on n'avait pas encore accès à toutes ces facilités, on était encore dans des relations humaines assez présentes. Aujourd'hui, les enfants ont du mal aussi à interagir entre eux socialement et c'est aussi une problématique. Et puis je suis aussi une grand-mère comblée. Ah, tu es grand-mère aussi? Ah, oui. Quel âge? Alors, pour 2 petites filles, je crois que j'ai envie de leur dédier aussi quand même aujourd'hui. Ma présence ici, elle n'est pas anodine non plus. C'est 2 filles, 2 ans et demi et 8 mois. Ah oui. Anna et Mao, c'est aussi une aventure exceptionnelle. C'est une continuité de soi-même. Quand on a eu des enfants, c'est encore une prorogation, un prolongement de quelque chose. Et moi qui ai eu des garçons. Ah oui, donc doublement. Et c'est ça. Et là, 2 petites filles qui sont là. Et je crois qu'il faut leur préparer un monde vraiment meilleur. Ouais. Alors, on y vient justement. Oui. Parce que dans ton parcours professionnel, alors, encore une fois, ces thèmes ne sont pas proprement axés au niveau féminin, mais pour autant, tu as vécu un burn-out. Oui. Tu as vécu l'harcèlement. Alors, sans forcément rentrer dans les détails, c'est pas l'idée, mais... tu as vécu un prud'homme gagné. Mais tout ça, c'est des combats. Alors déjà, comment on se relève d'un burn-out? Qu'est-ce que tu n'as pas su écouter aujourd'hui, pareil, qui pourrait éclairer un petit voyant dans l'esprit de notre audience en disant « Ah, là, peut-être que je mets de côté et que ce que tu vas nous dire, Laetitia, va aider. » Pareil, le harcèlement, comment on peut encore aujourd'hui dans notre société entendre ça? Et un prud'homme, parce que c'est un vrai combat. Et quand on est seule femme en plus, dans un milieu très masculin quand même. Alors si tu peux. Je crois qu'en fait ce qui me tient c'est le combat. En fait, la combativité, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon ça aurait été catastrophique. Comment on le vit, c'est ça? Le burn-out déjà. Alors le burn-out, c'est juste qu'on ne s'écoute pas en fait, c'est certain, hein, les injonctions de part et d'autre, à l'intérieur de sa famille, pareil, les injonctions au boulot aussi, dans le milieu professionnel. Alors moi je l'ai vécu dans un milieu très masculin. Alors je ne sais pas si ça a une incidence,
Et en tous les cas, j'étais entourée de beaucoup d'hommes, mais contrairement à ça, c'est venu quand même d'une N+1 qui était une femme. Ah, Et que du coup, je crois que voilà, la relation professionnelle entre femmes n'est pas non plus idéale. Je suis tombée très très bas. Pendant 2 ans, ça a duré 2 ans. c'est énorme. Ça a été un repli sur soi, mais avec une envie de plus rien. En fait, plus d'appétence à rien, plus d'envie à rien, juste l'envie de disparaître, de partir, avec quand même un enfant qui était adolescent à ce moment-là, mon premier. Mon mari m'a beaucoup soutenue, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a porté, bien sûr, beaucoup de compréhension, il faut en avoir à l'intérieur de son cercle familial le plus proche. Il faut aussi une super équipe médicale. Ouais. Je crois que c'est ça qui est aussi important. Il faut trouver le bon médecin. La bonne écoute. La bonne écoute, le bon avocat aussi, la bonne défense. Il faut, il faut respecter un traitement, il faut se prendre en main même si on n'y arrive plus, en fait. Il faut résister. Oui, parce que c'est ce harcèlement qui a provoqué le burn-out. Oui, c'est ça. Mais malgré ça, tu as eu cette force intérieure d'aller te battre, Prud'homme. Oui, parce que je le vivais vraiment comme une injustice et je me sentais vraiment pas comprise. Et on m'a amenée à ça, on m'a poussée à bout, en fait. Et peut-être si on ne l'a pas fait de façon volontaire, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et que du coup, quand on arrive au bout de quelque chose, alors qu'on s'est tellement investi pour travailler, on a envie quand même de trouver une juste reconnaissance. Et je crois que quand j'ai gagné mon Prud'homme, ça a été vraiment une juste reconnaissance, une façon de me relégitimer. Et de te reconstruire derrière. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, derrière, je ne suis pas allée vers un projet professionnel, je suis allée vers un projet personnel et familial. Et peut-être que c'est ce qui m'a aussi, en même temps, sauvée aussi de... Oui, te ressourcer dans ton cocon aimant, en fait. Peut-être de me recentrer, même si c'était un nouveau combat. Oui, parce que, bon, tu l'évoques si tu veux, mais tu as accompagné, tu as été maman aidante. Oui, j'étais maman aidante, oui, bien sûr, par rapport à mon enfant, mes enfants, parce qu'ils étaient 2, qui sont nés en extrême prématurité, grossesse gémellaire. Je peux en parler aussi, le deuil périnatal, c'est quelque chose aussi qui est explosif. On ne fait pas des enfants pour les perdre. Bien évidemment. On ne porte pas des enfants pour les perdre. On s'est battu aussi pour les avoir, pour les créer, pour les concevoir. Il faut aussi pouvoir les tenir dans ses bras. Et en fait, je suis un peu émue parce que ça, c'est quelque chose qui est compliqué, même si c'était il y a 15 ans. Oui, j'ai mis 2 enfants au monde, il m'en est resté un. Ma fille est partie, elle s'appelle Clémence. Peut-être que je peux aussi lui dédier ce moment privilégié où on parle aussi quand même d'une cause qui est la maternité et tous ses effets. C'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses. Et là, pareil, tu as eu une équipe pour t'accompagner. Ça aussi, je pense. On a, nous, personnellement, des amis qui ont vécu ça avec leur fils. Première grossesse de ce jeune couple et le même scénario, le même scénario que toi. Ouais. Et en effet, ce qui les sauve, entre guillemets, c'est cet accompagnement et de l'équipe médicale et évidemment familiale, mais sans ça, on perd pied. Comme tu le dis, une mère n'est pas faite pour perdre son enfant, quel que soit... C'est un peu le monde à l'envers. Hein. Autant on perd un parent, on perd quelqu'un qui est plus âgé que nous ou qui est dans notre entourage, mais perdre son enfant... et d'autant quand tu es mère aussi et que tu dois trouver cette force d'être présente pour les autres enfants qui sont là. C'est une dualité parce que vraiment quand on vit ça, il faut s'imaginer que c'est à la fois le deuil qu'on vit à l'instant présent et puis que c'est aussi un enfant qui se bat puisque mon fils aîné sont nés à 27 semaines, c'est 5 mois et 3 semaines. Ouais, donc il avait besoin de toute l'énergie de sa maman à ses côtés. 1,40 kg, mais même il n'en avait pas conscience puisqu'il a été tout de suite pris en réanimation pédiatrique à l'hôpital Nord ici, une équipe formidable aussi, et un endroit où on n'a pas idée de ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit-là. On doit s'habiller de la tête aux pieds pour y accéder et on passe des journées au contact d'enfants qui sont entre la vie et la mort, c'est sûr. Oui, là aussi, il y a des personnes qu'on aimerait pouvoir interviewer parce qu'elles ont tellement elles donnent tellement pour la société, pour ces femmes qui sont... Et ses parents, hein, parce que le père... même si, en effet, on en parlait aussi en amont, on a 9 mois d'avance sur le papa. Mais voilà, c'est...
Ok, alors bravo parce que je pense que de par ton parcours, on voit aussi ce courage et cette force intérieure alors qu'on te voit, tu es toute fluette Oui, bah, c'est sûr que mais après pour l'enfant on peut se battre, voilà, c'est la question que c'est tu me ça. posais, à laquelle je n'ai pas répondu. Donc forcément un enfant qui vit comme ça a des séquelles pour toute sa vie. Ce sont des handicaps invisibles et j'ai découvert sur le tas ce que c'était. On n'a pas de mode d'emploi. Oui. Oh, Mais tu l'as découvert au niveau de la scolarité en fait? en fait, les enfants, ils sont suivis, qui naissent vraiment extrêmement tôt et les prématurés après aussi sont suivis pendant des années. Il y a des protocoles, merci la science, Ah oui, qui ok. les suivent. Ils Mhm. sont scrutés sur les organes vitaux et puis aussi sur le développement neuropsychologique. Et ce sont des enfants, en tous les cas le mien, j'ai de la chance, il n'a pas fait d'AVC, il n'a pas eu de trou. Il était quand même opéré du cœur, d'une cardiopathie Ah ouais. à l'hôpital. La cardiopédiatre s'est déplacée de l'hôpital de la Timone vers l'hôpital Nord. C'est extrêmement poignant parce que les enfants ne sont pas transportables et on organise ça, le champ opératoire organisé dans le Se box fait sur place. Ouais. et aussi avec des risques que ça ne marche pas en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'on est dans un pays où quand même on a beaucoup de richesses. Alors oui, on a de la chance, mais c'est vrai quand on n'est pas, encore une fois, on n'est pas préparé à ça. Et après, le parcours qui suit, c'est un parcours où il va falloir trouver encore de la ressource pour accompagner les enfants. Et encore aujourd'hui, mon fils, il a des aménagements scolaires, il est accompagné. Donc tu as fait ce choix d'être aussi aux côtés de ton fils. Oui, c'est-à-dire que c'est même pas un choix, c'est une priorité. On se dit, bon, il est là à cause de... Enfin, c'est moi qui l'ai voulu et il a besoin de tellement d'aide parce que lui... tout seul, il ne pourra pas avoir un développement comme un enfant qui est né à terme et qui n'a pas de problématique particulière, ce que j'avais déjà vécu avec mon aîné. Du coup, en fait, le fait d'avoir été maman une deuxième fois dans ces circonstances-là, ça m'a aussi... ça m'a mis la puce à l'oreille. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien et que du coup, quand les diagnostics ont été posés, ça a été d'un côté un véritable soulagement, mais de l'autre un véritable tunnel noir. Comment je vais organiser ma vie comment je vais rentrer là-dedans. Et du coup, j'ai mis de côté toute ma carrière professionnelle, ça c'est sûr. Alors revenons à ta carrière professionnelle. Quand on est jeune et qu'on rentre dans la vie active, on a des rêves. Ton rêve, c'était d'être interprète à l'ONU, c'est ça? Oui. Comment on fait la paix avec un rêve abandonné en fait? Comment on arrive à mettre de côté Je crois qu'on n'y arrive jamais en vérité. C'est une décision qu'on prend, c'est surtout pour faire plaisir à d'autres personnes qui nous entourent, même s'ils sont des proches, même si c'est notre mari et qu'on l'aime par-dessus tout, mais c'est le choix qu'on m'a demandé de faire. Et du coup, forcément, après on essaie de construire une vie professionnelle avec quelque chose qui n'a jamais finalement existé. On fait un bricolage. Ouais. Et je crois que c'est arrivé il y a 3 ans où ça a été pour moi une prise de conscience en me disant c'est terminé, je ne veux plus faire de bricolage. Au jour d'aujourd'hui, je veux construire un métier, celui qui va me plaire, celui que je veux pour moi. Oui, donc quelque part ce choix, alors c'est pareil, c'est important parce que beaucoup de femmes le font. Alors je pense qu'avec le recul, on se dit, en fait, c'était une évidence parce que ce côté maternel, en fait, on priorise en effet nos enfants et c'est pas un sacrifice. Mais parfois, quand on avance dans l'âge et qu'on regarde sa vie, on se dit, quelque part, si j'avais eu le choix, j'aurais pu quand même aussi mener de front les deux, mais on n'a pas ce... Et il y a des caps dans la vie où ça devient pesant, en effet, d'avoir fait ce choix et on a cette force de rebondir. Et c'est ce que tu as fait avec ce nouveau métier, en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce métier, alors tu vas nous en parler et tu vas nous dire pourquoi ce choix, c'est que tu as mis, en fait, de l'extérieur. Je connais pas bien ce métier, tu vas nous l'expliquer, mais de l'extérieur, je me dis en fait, elle met tout ce parcours de femme avec les tsunamis que tu nous as décrits, cette force que tu as engrangée grâce à cette expérience. Tu as décidé non pas de le mettre à ton service, mais d'être agent d'artiste, c'est ça le terme ou Pas tout à fait. Alors l'artiste, je le garde. Je fais du conseil artistique, du conseil en développement de métiers artistiques. J'accompagne. Tu accompagnes. Donc ça veut dire que cette force que tu la mets au service des artistes. Tu as tout compris. Et je trouve ça merveilleux parce que dans nos valeurs, il y a ce côté en fait... alors, sororité, mais j'imagine que tu accompagnes aussi des hommes
dans ce parcours ou voilà. Donc, en fait, être aux côtés d'eux. Cette notion, nous, la valeur liberté, elle est vitale. Enfin, c'est dans notre ADN. Et toi, aujourd'hui, tu as assumé ce choix, donc tu fais acte de liberté en disant... Mais du coup, tu te mets aussi au service de la liberté d'artiste, parce que j'imagine qu'un parcours d'artiste, ça doit être extrêmement complexe d'avoir cette sensibilité artistique et de se dire, mais comment je vais arriver finalement à monnayer mon talent, parce que parfois ils sont coupés des prérogatives pécuniaires, mais aujourd'hui, voilà, si on peut pas... Donc, explique-nous déjà pourquoi cette envie d'accompagner des artistes plus que d'autres personnes. Des artistes plus que d'autres, après c'est une question de sensibilité, c'est vrai que... Alors pourquoi le milieu artistique? C'est vrai, parce que j'ai toujours été très admirative, contemplative d'une personne qui s'est créé quelque chose de ses 10 doigts, alors que moi c'est pas du tout mon cas. Mais n'empêche que ça aussi, la créativité, je suis en train de le travailler et je me dis que peut-être que j'ai une force créative ou créatrice quelque part, mais qui n'est pas quelque chose de tangible. Voilà, ça serait peut-être sur du lien ou... Ouais, c'est un art, voilà, d'arriver à... Donc je suis en train d'aboutir cette idée de créativité, parce que c'est peut-être pas anodin non plus si je me suis destinée à ça. En tous les cas, c'est vrai que des talents existent, mais on ne sait pas comment les mettre en valeur, on ne sait pas comment se vendre, tu l'as évoqué, on ne sait pas comment travailler sa grille tarifaire, on ne sait pas comment travailler ou exposer, quelles sont nos cibles. Donc en fait, moi j'ai mutualisé mes compétences en communication, marketing et business développement, et j'ai voulu les mettre au service de personnes qui allaient m'émouvoir à travers ce qu'elles réalisaient. Ça fait combien de temps que tu as lancé? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et tu as accompagné combien de talents? Alors c'est un peu c'est un peu niché, donc j'aime bien garder... On travaille vraiment un peu comme moi, je travaille comme une profession libérale, des dizaines, mais en tous les cas, j'aime bien qu'on garde ce côté assez privilégié. Ok, voilà. Oui, tu crées vraiment du lien et c'est sur de la durée. Mais en fait, ça participe au fait, c'est mon fils, le deuxième, qui m'a aidé à faire ça, en fait. Parce que voilà, cet accompagnement que j'ai fait pour lui, cette aidance que j'ai eu envie de la mettre au service aussi d'autres personnes. Mais on reste dans un lien quand même. Voilà, il n'y a pas de vulgarisation. Tout se fait ensemble. Moi, je travaille en coulisses. La lumière, c'est sur eux et c'est pour eux. Et il y a quand même cette notion de transmission qui revient, parce qu'un artiste, il dépose son œuvre bien sûr. Au public. Bien sûr. Et qu'est-ce que va en faire le public? Comment ça va impacter les émotions? Enfin, bien sûr. Bravo, j'espère que les artistes... ça sera intéressant d'ailleurs quand l'émission va apparaître. Ne pas hésiter, j'aimerais bien avoir aussi le retour des artistes sur ce qu'ils ont ressenti avec ton accompagnement. Et peut-être toi, nous déceler une artiste qui aurait aussi envie de partager son parcours. Volontiers. Ouais. On en arrive à la femme alignée. Quand on s'est rencontrés, tu représentais un réseau que je ne connaissais pas, qui est le réseau Femmes de Territoire. J'aimerais que tu dises un mot sur ce réseau, parce qu'en amont, tout à l'heure, tu as parlé de ton expérience avec cette N+1 et que les femmes entre elles... Alors, je pense en effet que quand ça se passe mal, il y a un rapport particulier de femme à femme. Mais moi, j'aime, pour l'avoir côtoyé, et toi, tu dois sûrement, grâce à ce réseau, le vivre aussi. Je pense que les femmes, quand elles sont alignées, qu'elles ont leurs valeurs bien ancrées, que leur parcours, qu'elles n'ont plus rien à prouver ou de revanche à prendre sur le... Eh bien, en fait, on s'élève encore plus haut ensemble. Enfin, il y a vraiment ce côté... je donne tout ce que j'ai et j'ai envie d'aider. Les hommes, certains hommes l'ont aussi. Mais je trouve qu'un mouvement féminin, quand on a ces valeurs-là, il peut soulever des montagnes. Donc, parle-nous de ton réseau Femmes de Territoire. Pourquoi tu l'as intégré et ce que vous apportez concrètement aux autres femmes? Très volontiers. C'est un réseau, c'est une association nationale qui a été fondée par Marie-Éloi. Marie-Éloi, c'est une personne journaliste qui est française, qui est très investie pour la cause des femmes, pour l'entrepreneuriat, qui avait créé Bouge ta boîte aussi. Ah oui, ok. Qui était un réseau business. Femmes des Territoires, c'est le premier réseau d'entraide en France pour les femmes entrepreneurs et les porteuses de projets. C'est un réseau aujourd'hui qui s'inscrit dans différentes villes de France. Il y a une centaine d'antennes en France qui sont portées par des coordinatrices bénévoles.
Et puis aussi, c'est un réseau qui, aujourd'hui, qui comporte plus de 3000 adhérentes. Oui, une Donc, c'est vraie communauté une nationale. communauté qui fonctionne comme un réseau social, c'est-à-dire qu'on a une plateforme sur laquelle on crée notre profil D'accord. pro. Mhm. Et ça nous aide aussi, du coup, à développer une notoriété entre nous, mais pas que. C'est un réseau qui peut aussi nous apporter de l'aide parce qu'on fonctionne en système de coup de pouce. C'est-à-dire qu'on a une compétence, on cherche une compétence qu'on n'a pas, qui nous manque. On va poster notre demande sur cette plateforme et on va pouvoir Oui, une entraide avoir collective. voilà, avoir des réponses. Et puis nous-mêmes, si on est porteuse d'une compétence qu'on a envie de mettre au service d'autres, c'est ce qui se passe chez Femmes des Territoires. Et pour rebondir sur cette notion de sororité, Ouais. qu'est-ce que ça te Je trouve que fait? l'entraide, déjà un réseau qui n'est pas business, qui est basé sur l'entraide, c'est forcément porté et en tout cas basé sur beaucoup d'humain, d'humanisme. Et les relations qui se créent, elles sont de plus en plus, je trouve, fortes parce que cette notion d'humain qui se perd vraiment beaucoup, on peut le dire, on Ouais, peut malheureusement le constater. ouais, hélas. Je trouve que partir là-dessus, c'est formidable et ça crée un véritable socle. Et pourquoi que des femmes alors? Alors ça, c'est pas ma volonté, ça c'est la volonté de Marie-Éloi Mais qui... quelle richesse tu y trouves? Ah, moi, quelle richesse. Mais je trouve que parfois, on parle quand même le même langage. C'est pas que j'ai sorti des hommes de ma vie, pas du tout. Je suis entourée d'hommes formidables et s'ils m'écoutent, ils se reconnaîtront. Et j'en compte vraiment 2 aujourd'hui dans ma vie. Mais, enfin, je veux dire de façon très proche. Hein. Après, je côtoie des hommes forcément dans ma vie pro et sociale aussi. Mais des femmes parce que finalement, on a beaucoup de problématiques similaires, encore aujourd'hui. Et je trouve, pour le vivre aussi, pour faire partie de réseaux féminins, moi je me suis fait 2 remarques parce que j'étais pas du tout dans l'idée d'aller vers des réseaux uniquement féminins. Et une fois que j'ai intégré ces réseaux-là, je me suis aperçue qu'on arrivait en fait. En effet, nous, on vit notre vie à 100%. On met pas de cloisonnement. Enfin, si on est là pour le business, on va tout autant parler d'un événement perso qui nous est arrivé, un enfant ou une émotion. En fait, c'est fluide. Alors qu'indirectement, quand on est dans un milieu mixte, enfin moi du moins, je sais pas, toi fais-nous part, mais moi je m'aperçois que je mets du coup des barrières. Ah oui. Je vais cloisonner en disant, bah là on est en représentation, enfin on va pas évoquer de sujet perso, parce que c'est ni le lieu ni l'endroit, alors que même si c'est ni le lieu ni l'endroit, quand on n'est que des femmes, c'est une évidence. Oui, je te rejoins. Je trouve Ouais. que quand on parle entre nous, c'est pas de l'entre-soi, mais c'est juste qu'on arrive à déposer des choses, qu'on arrive à libérer notre parole, et qu'on a forcément, je pense, une retenue, à moins qu'on parle avec des hommes qui nous sont très très proches Oui. et auxquels on tient, ça peut m'arriver. Mais c'est vrai que voilà, ça lève les barrières, et je trouve que cette pudeur, on arrive à l'éliminer. Enfin, c'est pas un problème de pudeur entre nous. Je trouve que Ouais. il y a beaucoup moins de... Les interactions sont beaucoup plus faciles. Ouais, je suis d'accord. Alors, on rebondit sur cette journée du 13 octobre, Ah oui, la journée sans femmes. oui. Parle-nous-en, parce que Alors, c'est bientôt. c'est bientôt, c'est le 13 octobre. Alors ça, c'est ma dernière corde à mon arc. C'est le World with Women. C'est un mouvement qui est mis en place par des femmes. Mais pas que, il y a des hommes aussi. Donc c'est une journée de sensibilisation qui aura lieu le 13 octobre. C'est un mouvement international, donc ça c'est très très important. Planétaire, donc. Planétaire, voilà, le 13 octobre. Je vais vous dire après en quoi ça consiste. Mais c'est vrai que le 13 octobre, ce mouvement, il est porté il est orienté, axé sur la mixité. Très bien. Voilà, mixité sociale, professionnelle, économie. Enfin, on est aujourd'hui dans un monde où les femmes sont toujours en retard par rapport aux hommes qui sont installés dans des vies, dans des privilèges quand même, dans des positionnements. Et nous, on est toujours en train d'essayer de courir pour rattraper ce retard, ou au moins arriver à être au même niveau. Donc le 13 octobre, qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise, on arrête tout, on devient immobile. C'est-à-dire que tout ce qui va pas se faire, on va le voir. Tout ce que les femmes ne font pas aujourd'hui
dans une journée, ça va se voir. Le monde va Le monde s'arrêter. va s'arrêter parce que les femmes ne seront plus là pour travailler. Du coup, il va y avoir quoi, des rassemblements dans les rues ou non? C'est juste un mouvement silencieux Alors, c'est une bonne question. Je vous invite à, voilà, à à rejoindre le suivre. mouvement, à se connecter à worldwithopen.com, je crois, et puis du coup, à vous inscrire justement à la newsletter. Il y a des vidéos en ce moment, des visios pour expliquer ce que c'est que ce Très bien. dernier mouvement. Bon, on va Mais suivre alors venez, ça avec... rejoignez-nous, et puis surtout, les hommes doivent nous rejoindre. Bien sûr. Oui, oui, parce que c'est important ce terme de mixité. Ne serait-ce, bon là, on va pas aborder par rapport à la parité. Tu vois, la mixité, je trouve que c'est riche. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a rien d'imposé, ça doit se faire C'est ça. naturellement, en fait. Tu parles de la terminologie, en fait. Oui. La mixité, pourquoi pas la parité? Oui, Mm. c'est voulu comme ça Oui, oui, mais par c'est très bien, je trouve. celles qui portent le mouvement ou ceux qui portent le mouvement, parce que c'est vrai que la mixité, c'est beaucoup plus facile, ça passe beaucoup mieux. Ça confronte pas, en C'est ça, fait. c'est Ça ça. montre qu'on est juste... que à le deux. phénomène de parité, et puis c'est ce qu'on se disait aujourd'hui, enfin tout à l'heure en amont du podcast, c'est que si enfin c'est ce qu'on constate, c'est que si le monde était gouverné par des femmes, Il serait plus doux. ouais, Sans nul doute. on pense que oui, qu'il y aurait beaucoup moins de violence. Ouais. Alors, on va terminer parce qu'on a bien avancé, on a beaucoup échangé. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder qu'on n'aurait pas, qui te tient à cœur? On a fait le tour, Ouais. qui me tient à cœur pas particulièrement, mais ce que je veux dire en fait, c'est ça, on conclut. Oui, mais après, on va terminer par un petit jeu. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est aussi qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut toujours être dans le mouvement, que voilà, l'immobilisme, c'est quelque chose qui est tellement, comment dire, négatif, qui peut nous faire tellement de mal, mais que quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'on entreprenne, quoi qu'on ait envie d'entreprendre, il faut le commencer. Ça, c'est une phrase de Goethe que j'aime beaucoup. Que l'audace a du génie, que être audacieux, c'est hyper important. Qu'en tant que maman de garçon, j'ai toujours voulu transmettre aussi cette idée que on était tous au même niveau, que les femmes étaient importantes et qu'il fallait en prendre soin. Donc je remercie mes enfants de m'écouter de temps en temps. Et on va terminer par le jeu du pourquoi. Alors, ça va être 7 questions rapides. 7 questions. Et voilà, vraiment, pourquoi tu n'as jamais abandonné? Parce que je n'ai pas le droit. Pourquoi les artistes plutôt que les autres? Parce que le talent m'émeut. Pourquoi la sororité change tout? Parce que c'est tellement, tellement bon de se sentir entouré. Pourquoi 60 ans, bientôt, c'est un début? Parce qu'à 60 ans, on est encore jeune. Parce que Oui, mais tu peux. Non, parce que je voudrais parler d'elle, parce que j'ai un rôle modèle dans ma vie, c'est ma grand-mère. Elle est décédée, elle avait 103 ans. Elle est décédée du Covid il y a 4 ans. Mais elle était tellement forme, tellement... elle prenait tellement soin d'elle, elle faisait encore de la gymnastique, elle était coiffée, elle était manucurée, c'est quelqu'un qui n'a jamais... Elle a connu 2 guerres, elle n'a jamais cessé d'y croire, elle n'a jamais cessé d'être optimiste. Et donc 60 ans, c'est pas si vieux. Pourquoi l'audace a du génie? Exactement. Oui, parce que quand on est audacieux, on peut tout faire. On peut porter des projets géniaux. Pourquoi j'ai le réel sentiment que tu te sens enfin de toi, là, en ce moment? Parce que c'est certainement l'image que je renvoie de moi. Merci, Sophie. Et pourquoi aujourd'hui est un bon jour? Aujourd'hui particulièrement. Le présent, ta vie aujourd'hui. Oui, parce que ma vie, je l'ai remplie effectivement comme je voulais et pas comme on voulait que je la remplisse. Mais je continue à me battre contre ça. Mais en tous les cas, c'est ce que je veux faire tous les jours de ma vie. Alors, on a aussi à cœur de gâter ces femmes qui déposent beaucoup de choses, évidemment avec beaucoup d'émotions. Il y a toujours un petit moment, voilà, et c'est important parce que du coup, c'est du parler vrai. C'est ça aussi qu'on a envie de faire. On n'est pas là pour paraître. Et je trouve que des deux côtés, c'est agréable de pouvoir en fait parler sans filtre. Voilà, c'est ça qui va être utile, je pense, aux femmes qui nous écoutent. Et du coup, on a à cœur
Alors, j'ai un peu triché parce que comme nous venions sur Marseille, on n'allait pas venir avec. Donc, je t'ai demandé d'aller sur notre site, choisir un message qui te parlait, puisque évidemment, il y a ce porte-voix dans la vraie vie, mais aussi il y a, nous, notre ADN, c'est de permettre aux femmes de porter des valeurs et des messages sur nos créations. Et tu as choisi, alors je suis très heureuse de te le porter parce que vu notre échange, je sais que tu vas être une magnifique ambassadrice. Mais tu as choisi, je te laisse lire le message que tu as choisi. Alors, j'ai choisi pourquoi je veux être une voix, parce que c'est ma raison d'être. Parfait. Et puis, il y a ce dessin aussi. Oui. Donc, peut-être que le styliste peut nous l'expliquer mieux que moi. Mais alors, je vais prendre la parole. Puisque... C'est un cornet. C'est un porte-voix. Un porte-voix. Donc, pour le coup, qui va envoyer plein de petits cœurs, donc de l'amour. Et avec un petit avion plié, donc c'est le côté aussi de l'enfant quelque part qui est en nous. Mais voilà, le but c'est que ça véhicule et que ça irradie. Une trajectoire. Voilà, j'adore. La transmission, elle aille taper le cœur d'une autre femme ou d'un autre homme. Et peut-être que pour conclure, si tu as le nom d'une femme que tu rêverais de voir sur le fauteuil là et que tu aurais envie d'écouter, ben, peut-être là de manière spontanée, tu peux nous donner son nom ou y réfléchir. Parce que c'est ça aussi ce qu'on a envie, c'est que chaque invité soit aussi une passeuse et nous amène à découvrir un profil qui pourrait inspirer d'autres femmes. C'est une très très bonne question. Il y en a sans doute autour de moi. Mais je ne veux pas commettre d'impair. Et tu me le là, diras tout de suite, oui, je préfère prendre un petit peu de temps. Mais merci pour la proposition, ça fera une heureuse. Oui, parfait. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast pour évidemment porter la bonne parole, porter la voix. Je vous incite vraiment à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes aussi informés des prochains épisodes sans rater ces profils inspirants et impactants. Et je vous souhaite une belle journée. Merci encore. Merci Laetitia. Sophie. Merci.